Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Oui, j'ai le sourire, on a tous le sourire autour du plateau parce que les Bleus ont bien débuté leur Coupe du Monde, ont parfaitement débuté leur Coupe du Monde. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande 27-13 sur la pelouse du Stade de France et ont ouvert de manière magnifique cette Coupe du Monde 2023 sur nos terres en France. Avec moi sur le plateau, il était déjà là dans la première partie de la troisième mi-temps échauffement. Pour ceux qui n'étaient pas là, je le représente quand même. Salut Paul. Salut Vincent, salut Nico. Voilà, et du coup, il m'a devancé. Avec nous sur le plateau, Nicolas Hugo, un habitué maintenant du plateau de Via Occitanie partagé avec le Middle. Salut Nico. Salut Vincent, salut à tous. Et on l'avait promis, on a un invité exceptionnel, quand même messieurs, ce vendredi soir. Il aurait pu être à la Coupe du Monde. C'est Emilien Gaëton. Salut Emilien. Salut à tous. Voilà, donc direct, je vais commencer avec toi. Emilien, comment tu as vécu ce match de chez toi, voilà, ce début de match surtout? On a été un peu pris une petite clim avec cet essai des Néo-Zélandais très tôt. Comment tu l'as vécu? Moi j'étais avec ma famille du coup dans le Lot et du coup un peu rassemblés avec les amis, etc. Donc c'est sûr que ouais, ça nous a surpris, mais ils ont su revenir dans le match très vite, donc ce soir j'étais pas inquiété. Ouais, justement, c'est ça. T'as jamais été inquiet, comme tu le dis, cette équipe de France par le passé nous avait déjà habitués à revenir de situations très défavorables. Comme tu le dis, ils sont devant au score à la mi-temps. T'as jamais stressé vraiment? Tu sentais les Français prêts à reprendre le score et à s'envoler? Ouais, alors sur la première mi-temps c'est quand même assez serré quand même. Des deux côtés il y avait des erreurs comme des grosses actions. Donc non, honnêtement, des deux côtés c'était très serré. Et au final, c'est vraiment en seconde mi-temps où pendant toute la partie ils étaient dans leur camp. Ouais, les Néo-Zélandais n'ont pas su sortir de leurs 50, on va dire. Et c'est là que vraiment on a pu voir l'équipe de France survoler le match, quoi. J'ai l'impression qu'ils avaient tout donné en première mi-temps. Les Néo-Zélandais, ils avaient voulu accélérer le jeu d'entrée de match. Bah, c'est étonnant parce que quand on voit la mi-temps, on voit plus de joueurs français quand même au sol, un peu essoufflés, etc., etc. Mais peut-être qu'à la mi-temps, ils ont retrouvé le second souffle et franchement, non, en deuxième mi-temps, c'est sûr que les Français sont largement au-dessus, ouais. Tu penses, Emilien, que dans ce début de match, il y avait cette pression, elle a joué un peu sur le mauvais début de match des Bleus ou... On a perdu. J'ai l'impression que, surtout en première mi-temps, on n'entend pas ou quoi? Oui, Ouais, c'est c'est bon, bon. t'attends, parfait, Ah. Emilien, tu peux y aller. Non, je disais qu'en première mi-temps, c'est vrai que des deux côtés, on avait l'impression qu'il y avait un peu la pression qui régnait. Et c'est en deuxième mi-temps où on a vu que bah, des deux côtés, les équipes se sont libérées et ont pu produire un peu plus de jeu. Mais je pense que ouais, avec tout l'engouement qu'il y avait autour de ce match depuis longtemps maintenant, on attendait beaucoup, je pense, des deux équipes et ça s'est ressenti un peu en première mi-temps, ouais. Toi qui as vécu la préparation des Bleus, ce début de rencontre, au match d'ouverture, ils vous en ont beaucoup parlé, le staff, avant ce match, où ils ont laissé faire avec des joueurs expérimentés qui prenaient peut-être un peu plus la parole? Non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils parlent de ce match. À chaque fois qu'on préparait un match, bien qu'on préparait du coup un match amical, il y avait toujours cette idée des Blacks. On avait déjà des vidéos sur eux, donc non, c'est sûr qu'on n'était pas non plus tout seul là-dedans, quoi. Et à titre personnel, comment tu as vécu un peu ce match c'était pas trop dur quand même la télé, tout ça? Parce que tu étais avec eux tout l'été, tu as participé aussi à des rencontres. Enfin voilà, donc comment tu as vécu ça de ton côté? Ouais, bien sûr, j'aurais voulu être au moins dans les tribunes avec eux en tant que 24 au moins. Donc oui, oui, bien sûr, c'était un peu dur à digérer, mais bon, ça fait 3 semaines maintenant que je suis plus avec eux, donc j'ai pu tourner la page déjà. Ouais, et justement, quand tu tournais la page, tu as retrouvé ton club, tout ça. Quel est ton programme ces prochaines semaines? Parce que voilà, il y a une grosse coupure, tu es réserviste quand même. Alors, on ne souhaite pas de blessure dans le groupe France, mais tu peux aussi intégrer le groupe France d'un jour à l'autre. Comment tu le gères un peu personnellement? Là, apparemment, tu es chez tes parents avec ta famille, voilà, tu te ressources. Comment tu gères un peu tout ça? Bah, pour être honnête, cette semaine j'étais en cours à Tarbes. Là, pour le week-end, je suis rentré chez mes parents, mais après, dès lundi, on reprend sur un programme d'entraînement avec le club et pendant 3 semaines, on va s'entraîner. Après, on aura une semaine de coupure et après le championnat va rattaquer. Donc,
ça va aller assez vite quand même. Et bien sûr, je souhaite le mal à personne, mais si je peux revenir dans le groupe, je serais très content. Ouais. Il y a un petit programme de l'équipe de France spécifique pour les réservistes comme toi, là, physique en plus parce que là, on sait que les clubs ont coupé, il y en a qui sont 15 jours en vacances, ils vous ont laissé un petit programme? Non, non, parce qu'en fait, on est laissé au club. Sauf qu'en club, on bosse très bien. Nous, on n'a qu'une semaine de vacances, après on reprend, donc ça permet de garder quand même le rythme. Ouais. Vas-y. Ouais, sur le match, on a l'impression qu'on n'a pas trop eu le ballon en première mi-temps. Et, tu l'expliques comment? C'était une position un peu attentiste qui était voulue, voire jauger les Blacks. Moi, j'ai trouvé les Blacks avec beaucoup d'agressivité en défense. On avait du mal quand même à déployer un peu notre jeu, etc. Ce qui nous a un peu obligé à rendre pas mal le ballon. Même si en deuxième mi-temps, on a quand même beaucoup joué au pied, on a su mieux le faire, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que les Blacks ont mis énormément de pression défensive. Ouais. Et pourtant, ils nous ont un peu fait mal sur des premières phases de jeu, sur des actions en première main. Ça avait été aussi le cas un peu face à l'Australie. C'est quelque chose que vous aviez beaucoup travaillé aussi quand même, d'être en défense, d'être plus prêt pour contrecarrer ces actions en première main. Ouais, bien sûr, on sait que ces équipes-là adorent jouer à la main et ont des très grandes qualités offensives, donc c'est sûr que ça a été beaucoup travaillé. Mais là, on a pu le voir dès la première action ils nous surprennent tout le temps. Ces joueurs sont vraiment de grande qualité. Donc, bien sûr, c'est encore à travailler, mais honnêtement, sur le match, ça a été plutôt bien rectifié, quoi. La deuxième mi-temps, elle est presque à sens unique. On a l'impression qu'ils me reconnaissaient, bon, entaché d'un en avant, on va dire, les Blacks, alors on était bien revenus sur la pelouse. Et après, c'est, on va dire, 35 minutes à sens unique presque. Ouais, je suis d'accord. Je trouvais les Français bien en place. Euh, Énormément, comme j'ai dit, beaucoup d'occupation dans leur terrain. Ils ont su bien gérer ça. Et après, j'ai vu un peu les No-Z essayer de relancer. Ça a un peu moins bien marché qu'en première mi-temps, j'allais dire. Et après, c'est là que les Français se sont libérés. On les connaît quand ils se libèrent, ils ont beaucoup de qualité et ça fait ce qu'on peut voir sur les 20 dernières minutes. C'était fabuleux. Je t'ai vu sourire, Emilien, entre nous, elle est en avant quand même, cette passe, sur le deuxième essai néo-zélandais. Parce que nous, je t'avoue Ouais, qu'à la rédaction, on n'a pas trop compris. On s'est même demandé s'il Ah y oui, avait oui. l'arbitrage vidéo dans le stade ouais, avec le manque de ralenti. Quand même, toi qui es habitué à jouer au niveau, parfois ça arrive, vous le voyez, cette passe quand même, elle part en avant quand même. Bah, en fait, je le vois pas très bien sur l'action. Et après, j'essaie de revoir au ralenti, mais il y a qu'une image, donc on voit pas très bien. Mais je vois que Damien, il s'arrête. S'il s'arrête, c'est que bon, il y a sûrement quelque chose. Mais bon, après, bon, il n'a pas jugé sur l'action de Damien en défense. Mais je sais pas. Honnêtement, bah, l'arbitre a toujours raison. Hein. Emilien, un petit mot sur le match de Grégory Aldrit. Il a été, je n'ai même pas de terme pour le définir, il a été énorme. Tu le connais bien. Comment tu juges son match? C'est lui qui a été nommé joueur du match? Alors, les notes viennent de sortir. Je vais te dire ça tout de suite. Par le World Rugby, je sais pas, mais j'avais l'impression. Ouais. Ouais, je pense qu'il a été élu sur le World Rugby, je crois que c'était Normalement, lui. le rugby, oui. Et il est 8,5. Voilà, je le dis aussi à Voilà. ceux qui nous On en écoutent, il est parlera après, 8,5 sur Rugby-Rama. Donc voilà, meilleure note pour Grégory Aldrit. Non, mais oui, c'est vrai. Ouais, non, non, honnêtement, très précieux dans les ballons portés, bien évidemment. On le connaît dans ce registre, mais aussi même en défense, il a gratté un ou deux ballons très précieux. En plus, je crois qu'il s'est mal à l'épaule dans le match quand il gratte un super ballon. Et puis il fait tout le match, non, très précieux, on le connaît. Et il a, il a pas dit ce qu'il pouvait montrer, quoi. Bon, il y a eu un petit doute en revanche, parce que tu parlais de l'épaule d'Aldrit. Marchand est sorti à la 12e minute. Alors, on parlait des blessés tout à l'heure, on n'en souhaitait pas plus. Ça semble pas très bon quand même. Ouais, non, c'est inquiétant. C'est vrai que la France, enfin, je crois que c'était l'équipe la plus touchée avant de débuter la compétition. Là, on perd encore
Julien. Donc non, c'est un peu inquiétant. J'espère que c'est vraiment pas très grave pour lui et qu'il pourra continuer. Parce que ouais, voilà, quand on voit encore Greg qui était un peu touché, il y en a d'autres, je crois, qui étaient après bon, je crois qu'il faisait chaud aussi, donc peut-être que c'était aussi ça. Mais non, j'espère que on va pas être beaucoup plus touché que ça sur les prochains matchs, quoi, parce que ça commence à en faire. Ouais. Côté sportif de haut niveau, on l'a vu quand même presque en pleurs là, sur le banc, c'est pas très rassurant quand même, ou des fois ça peut être c'est une fausse route, on peut avoir une bonne surprise. Ouais, ben, j'espère vraiment pour lui que ce soit une bonne surprise. Mais c'est vrai que ouais, non, quand on le voit comme ça, c'est pas très rassurant. Mais bon, on sait jamais ce qu'on a, donc il faut vraiment attendre les examens avant de dire quoi que ce soit. Mais bien sûr, j'espère que c'est vraiment pas très grave. Ouais, bon, mais on espère tous en tout cas que ce soit pas très grave Ouais. pour Julien Marchand. On en saura plus d'ailleurs sur Rugby-Rama très prochainement. Peut-être en conférence de presse, ils en parleront aussi, Fabien Galtier, normalement. Ben écoute, Emilien, on va te libérer. On va te laisser continuer à te ressourcer et possiblement réviser tes cours, je sais pas. Apparemment, tu es reparti à l'école, enfin, tu étais à l'école cette semaine. On te remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Emilien. Et comme tu l'as dit, on souhaite de malheur à personne, mais voilà, si jamais t'es appelé, ben on te souhaite quand même de possiblement goûter à cette Coupe du Monde, si tu peux. Voilà, on te remercie en tout cas d'être venu et à la prochaine sur Rugby-Rama et Midi Olympique. Bonne soirée à Merci. toi. Merci, ciao. Ah ouais, Emilien. Ciao. Voilà, Emilien Gaëtan, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour lui quand même de regarder ce match. Mais bon, comme il l'a dit, il aurait aimé être au moins en tribune. Bon, c'est comme ça. Peut-être dans les prochaines semaines, comme je dis, même si on ne souhaite de malheur à personne. Grand champion quand même. Ah oui, On grand peut le champion. signaler, il Oui, participe grand à la Coupe champion. du Monde et il vient nous parler du premier match. Oui, oui. Grand champion. Grand champion, on le remercie encore. Messieurs, pour revenir au match, on a parlé aussi avec Emilien, bien évidemment. Ce début de rencontre, on a pris quand même une petite clim. Je pense qu'il a fait. Il a dit qu'il faisait très chaud au Stade de France. Je pense qu'il y a eu un petit coup de froid quand même dès la deuxième minute. Un début de match dont nous n'avaient pas habitué les Français, Nico, mais complètement raté, quoi. Complètement raté, mais surtout, j'allais dire complètement réussi des Blacks. Ils avaient besoin de faire un gros début de match. Ils voulaient un peu climatiser le Stade de France, Ouais. on va dire, parce qu'ils avaient eu très peur il y a 2 ans quand ils étaient venus de l'ambiance. Ils se doutaient que ça allait porter les Bleus. Donc, ils voulaient calmer tout le monde d'entrée. Ils l'avaient annoncé. Ils avaient dit qu'il faut faire un premier quart d'heure de folie pour éteindre un peu les Bleus. Ils y sont arrivés en 3 minutes. Ouais, en 3 minutes, ouais. 3 essais. Ouais, et il n'est pas transformé, heureusement. Donc, parce que de toute façon, il y avait une pénalité sur l'action. Donc, au final, les Bleus, ils ont dû se dire bon, 2 points de plus, c'est pas très grave. Mais effectivement, on a pris un coup de chaud, là, Ouais. ou un coup de froid, je sais pas comment l'appeler. Ouais. Mais Tout. ouais, où c'est allé vite. Et surtout, on a vu, c'était le premier lancement de jeu All Black. Et on a Ouais. pris. Transpercé direct. On a pris, ouais, voilà. Dans une zone où il y avait quelques doutes avec l'absence de Jonathan Danty aussi, il faut le dire. Ça arrive dans une zone où on en a parlé toute la semaine. Jonathan Danty va Oui. pas être là. Il va falloir se réorganiser. Encore une fois, puisqu'au dernier match, on s'était Ouais. réorganisé avec l'absence d'Entamac. Il a fallu trouver des nouveaux repères encore cette fois. Et là, première action, et ils font 50 mètres et c'est au bout. Donc Ouais. là, on a commencé à avoir un peu peur. Mais c'est vrai que l'avantage qu'il y a eu aussi, c'est que de suite après, Julien Marchand, bon, qui a dû quitter ses partenaires dès la 12e minute, touché à la cuisse, on l'a dit, il réussit à gratter un ballon, un bon contest. Du coup, Thomas Ramos met dessus 3 points et tu prends un essai, mais voilà, Paul, tu stresses pas beaucoup parce que tu restes quand même bien collé et t'es pas non plus décroché. Et tu te souviens ce que j'ai dit dans l'échauffement, Oui. de regarder bien ce début de match, parce que je trouvais que l'équipe de France commençait moins bien que par exemple dans le Grand Chelem 2022. Et encore une fois, on a montré qu'on est passé un peu à côté de cette entame de match. Mais c'est sûr que, comme tu disais, le contexte de Marchand, je pense qu'il change aussi beaucoup de choses dans les têtes. Ah ouais. C'est la première il fois faut pas douter. On est mené au score, on perd un joueur. Ça peut expliquer qu'on n'a pas été très bon jusqu'à la pause. Quoi. Oui, voilà, qu'on n'a parce qu'il pas faut le été dire. très bon, Toute la première mi-temps, Thomas Ramos l'a dit au micro TF1, il y a beaucoup de choses à revoir, ça c'est vrai. Il y a un Premier nombre acte, il est pas- Il y a beaucoup de plaquages ratés. C'est de la pression inhérente à l'événement. Je pense qu'on a beau les préparer, savoir que c'est Oui. des grands champions. C'est des grands champions parce qu'en 80 minutes, ils arrivent à remettre le gouvernail dans le bon sens. Mais effectivement, il leur fallait 40 minutes pour évacuer tout ça. Quoi. Je n'ai pas trouvé que. J'ai lu dans le chat, les gens disaient qu'ils avaient trouvé un peu les joueurs lourds en début de Mais- match. Ah là, Lourd. non, mais sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps, Oh. je commence à m'inquiéter. Non, mais on allait aux touches en marchant, Ouais. avec les mains sur les genoux, les Ouais. mains sur les hanches. T'as Grégory Aldrit qui paraît touché à l'épaule, qui est ton meilleur joueur sur le terrain. Ah Oui, oui. c'est vrai que
on en a parlé, on a la même souris. À la 35e minute, t'as l'impression que c'est la 65e. Des deux côtés, il faisait hyper chaud, les mecs ils transpiraient comme jamais. Ça avait du mal C'est vrai que c'était pas rassurant. Sauf que les Blacks, ils étaient meilleurs, on va dire, en poker face, parce qu'ils menaient au score, ils savaient qu'il fallait montrer aux Bleus que en fait, la transpiration, ça se voit pas sur le maillot noir. Que c'était la meilleure. Non, mais voilà, il fallait montrer aux Bleus que c'était pas une petite équipe des Blacks. Et ils ont bien joué le coup jusqu'à la mi-temps. Mais après, effectivement, je pense qu'il y a eu un recadrage à la pause. On a dû leur dire, les gars, vous avez été nuls. Et vous êtes devant au score, donc ça veut dire que l'équipe en face, elle n'est pas terrible. C'est ça, on va pas non plus être énormément de négatifs. La personne qui arrive aujourd'hui, qui n'a pas pu voir le match, 27-13 contre les All Blacks, c'est quand même une sacrée performance. Faut penser, faut imaginer de là où vient l'équipe de France et où étaient les All Blacks il y a quelques saisons. Donc, il y a aussi ce côté où tu es devant au score et en deuxième mi-temps, tu leur roules presque dessus. À part cet essai encore en début de deuxième mi-temps. Bon, les deux débuts de période, ils sont pas très bons. Mais tu es devant au score et au final, tu gagnes ce match de 14 points. Tu gagnes ce match et c'est la première fois que la Nouvelle-Zélande du coup, perd un match. En phase de poule d'une Coupe du Monde. Je l'avais annoncé avant le match. Ah, on l'avait tous annoncé. Yann Foster, c'est le sélectionneur des premières mauvaises fois, on va dire. C'était le premier sélectionneur qui a perdu à domicile contre l'Irlande, contre l'Argentine, qui a fait la plus grosse défaite de l'histoire des Blacks. On pouvait se dire que. Faudrait pas qu'il sorte de l'équipe. Envoie ton CV si tu veux, Nico, pour les All Blacks. Peut-être que tu finis la Coupe du Monde. Non, mais c'est vrai, il faut de la France être positif sur ce match pour les autres. Mais c'est vrai que c'est sûr, il faut être positif. Mais après, si on reprend chronologiquement le match, c'est sûr qu'après le premier quart d'heure, on s'est tous un peu regardé en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Après, Nico a raison. On peut dire il résiste à la pression, tout ça. Il y a quand même quelque chose, je pense, qui a joué dans la tête des joueurs que tu ne peux pas maîtriser. Thomas Ramos hésitant sous les ballons hauts, même si quand même il a fait un bon match dans l'ensemble, sous les ballons hauts. Antoine Dupont, des fois, tu avais l'impression qu'il ne savait pas trop où aller. Tu avais des joueurs hésitants, beaucoup de plaquages manqués. La pression aussi, l'aspect psychologique, c'est sûr qu'il est hyper important. Des fois, on le met un peu de côté, on dit non, mais c'est un match. Non, une Coupe du Monde, ça change tout. On l'a vu clairement, là, en début de match, ils se sont pas mal parlé, mais on voyait même dans les regards. C'est quand même Dupont, tout ça. On sentait qu'à un moment donné, il se prend un petit peu la tête avec un de ses coéquipiers parce qu'il il se trompe dans son choix. Et puis regardez aussi le Jalibert sur l'essai français. Il lâche un cri énorme comme une sorte de. Voilà, il se libère, je pense, d'une pression, surtout lui aussi qui l'avait particulièrement. Donc oui. Là. Les petites erreurs de la première mi-temps. À un moment, on a un des rares ballons qui peut nous permettre d'aller jouer chez eux. C'est une pénalité et on la trouve pas. On la trouve pas. On m'a dit à l'oreillette. Rapidement, il y a Pablo Ordas, notre collègue qui est en direct de Paris, apparemment, parce qu'il était à la fan zone. Voilà, on le voit direct, village rugby. Est-ce que vous voyez bien? Salut Pablo. Salut Pablo. Salut les gars, ça va? Ça va, mais c'est à toi qu'on va le demander rapidement parce qu'on parlait de cette petite clim, ce petit vent froid venu du nord qui a frappé les supporters français, le Stade de France à la deuxième minute de jeu. Comment toi, du coup, avec les supporters qui étaient à Paris, je rappelle, parce que tu es en direct de la capitale, comment a été vécu cet essai, ce mauvais premier acte français quand même, il faut le dire? Eh bien, exactement pareil que vous, j'imagine, puisque, comme tu dis, le premier essai des Blacks a quand même mis un gros coup de clim sur le public qui était quand même venu en nombre. Et puis, petit à petit, l'ambiance s'est réchauffée, les Bleus ont rattrapé leur retard. Et puis, il y a eu l'explosion de joie après les différents essais, puis la victoire. Mais en effet, le début de match a bien climatisé l'ambiance à la place de la Concorde. C'était quoi comme ambiance? C'était Jean Daugé en fait? C'est différent, mais c'est quand même festif, c'est très bonne ambiance. J'ai vu des gens avec le maillot de Castres, de La Rochelle, de Paris, de l'Irlande, de l'Écosse, du Pays de Galles, de la Nouvelle-Zélande. Il y avait vraiment tout le monde qui était là. Il n'y avait pas que des Français ou des Néo-Zélandais. Il y avait pas mal de Néo-Zélandais qui ont pas mal chambré les Français du coup sur l'entame de match. Et après, petit à petit, les tricolores ont rattrapé leur retard. Et ils ont rapidement dû se taire les Néo-Zélandais en deuxième mi-temps. Début deuxième mi-temps, non, ils continuent un peu et après au final ils ont disparu rapidement. Ils ont baissé pavillon. Pablo, tu as senti les supporters un peu inquiets après le premier quart d'heure ou dans les premières minutes? Ouais, on a vu au niveau des visages, dès qu'il y avait une action, les gens étaient tendus, ils se disaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'y arrive pas, il y a eu pas mal de déchets. Donc ça, on l'a vu au niveau de la crispation. Et c'est là aussi où on a vu après l'explosion de joie qui était proportionnée à la crispation qu'il y avait eu en début de match. Ouais, et il y a aussi ce côté où ils n'ont jamais été vraiment inquiets aussi. Est-ce que tu as ce côté où ils se sont appuyés sur le passé avec cette équipe de France qui réussit toujours à être devant au score à la mi-temps, en deuxième mi-temps à prendre 14 points d'avance quand même? C'est pas rien. Il y avait aussi ce côté un peu de sérénité, tu as trouvé dans certains supporters? Ouais, les supporters après le match avec qui j'ai parlé me disaient surtout que
ils n'étaient pas surpris dans le sens où c'était une construction sur 4 ans, quoi. Ils suivent tous cette équipe de France depuis 4 ans au minimum. Et ils m'ont tous dit, voilà, ça fait 4 ans que cette équipe elle est là, qu'elle travaille ensemble. Et le résultat de ce soir, pour eux, c'est le fruit de 4 ans de travail. C'est quoi la plus belle phrase que tu as entendue sur Jaco Pepper pendant la première mi-temps? Écoute, j'étais derrière les barrières pour pouvoir faire quelques images un peu plus tranquillement, donc j'ai pas entendu trop d'insultes, mais il y a dû en avoir dans la foule. Ouais, est-ce que les gens ont compris, parce que nous on a trouvé qu'il manquait énormément de ralentis, que la réalisation était vraiment mauvaise. Est-ce que c'est aussi les retours que tu as eus? C'est un peu sifflé, oui, sur l'essai, le deuxième essai des Blacks, quand ils ont repassé le ralenti avec l'en avant. Je te cache pas qu'il y a eu quand même quelques huées au niveau du public de la Concorde. Il y a quand même quelques personnes qui t'ont dit qu'elles allaient revenir ou... Ah oui, non, mais globalement, tous les gens étaient super contents. Je leur ai demandé à chaque fois pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix plutôt que de le regarder à la maison ou dans un bar. Ils m'ont tous dit le rugby, c'est quand même le partage. Ici, il y avait 30, je sais qu'il pouvait y avoir jusqu'à 39 000 personnes, mais ça s'est passé dans une ambiance top. Il n'y a pas eu un seul incident. Il y avait des enfants, des adultes et des personnes âgées. Il y avait vraiment toutes les générations qui étaient mélangées. Et du coup, les personnes comptent revenir pour les prochains événements et dès demain d'ailleurs, puisque la fan zone ouvre en début d'après-midi, je crois. Oui, bon, mais toutes ces personnes sont reparties avec le sourire, on imagine. Exactement. Sauf les Néo-Zélandais. Ouais, ils étaient quelques-uns. Bon, après, je parlais avec certains d'entre eux, ils chambraient avant le match en disant les Bleus battent les Blacks une fois, mais pas deux. Bon, au final oui, mais j'ai vu des Bleus chambrer les Blacks avant le match et c'était vraiment très très bon enfant. Ouais, et justement, est-ce que tu as pu parler avec les supporters néo-zélandais et démontrer un peu le changement de mentalité? Aujourd'hui, est-ce que l'équipe de France, voilà, dans un match comme ça, avant le match, on va pas se mentir, elle était favorite. Au final, elle fait pas le match de sa vie, mais elle a un gagne de 14 points contre les All Blacks. Est-ce que même du côté supporters néo-zélandais, ils sont conscients qu'aujourd'hui, ils sont en dessous de l'équipe de France? Les supporters néo-zélandais avec lesquels j'ai parlé, ils étaient très 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 confiants vraiment en début du match. Pour eux, c'était la France allait prendre une rouste, les Blacks allaient gagner. Bon, force est de constater que non, mais ils n'avaient peut-être pas l'impression, ils n'avaient pas pris en compte ce facteur-là que la France est peut-être devenue meilleure que les Blacks aujourd'hui. Voilà. Eh bien écoute, c'est une conclusion ça. Toi, t'as bu combien de bières? Ils reviendront. Eh bien aucune, tu vois, j'ai bu 25 bouteilles d'eau parce qu'il faisait très 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 chaud. J'ai pas bu une bière. Eh bien écoute, tu peux y aller maintenant. Après l'émission. Je vais aller manger d'abord parce que j'ai un peu faim et après on verra. Voilà, ben merci Pablo en tout cas d'être passé dans l'émission. Et si en mangeant ou en buvant une bière, tu crois des supporters néo-zélandais, ben, tu pourras continuer à discuter avec eux et refaire le match. Ils seront heureux de le refaire, je pense. Merci, bonne soirée à toi. La prochaine. Bonne soirée. Merci. Ciao. Les supporters néo-zélandais qui réussissent encore à être confiants. Donc bon, on va perdre espoir. Hein, mais... Non, mais après, si la France avait perdu, on dirait pas qu'ils soient éliminés ou autre. Il y a quand même de l'espoir. C'est vrai que c'est pas très rassurant pour les All Blacks. Est-ce qu'on peut faire un petit focus quand même sur la réalisation et tout ça? Parce que dans le chat, tout le monde parle de ça. Je pense que personne n'a aimé la réalisation, le manque de ralenti. En fait, ne pas aimer, c'est le premier match. Donc on ne sait pas si c'est volontaire ou pas. On ne va pas incriminer le réalisateur ou tout ça, mais on ne sait pas si c'est volontaire. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu trop rentrer dans les détails, vu que c'est un match pour grand public, où on attendait plus de 15 millions de téléspectateurs. Tous ne connaissent pas le rugby comme nous. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu trop rentrer dans l'analyse ou il y a vraiment un problème de ralenti? Je suis d'accord avec toi, c'est moins pointu que sur un public de spécialistes, mais par exemple sur le premier essai All Black, on n'a jamais revu la percée qui amène l'essai. Ah, c'est vrai. C'est quand même assez incroyable. Puis même le coup d'envoi, où il part hors jeu. Là où c'était le plus dérangeant, c'est sur le coup d'envoi où Charles Olivon ou François Cross, parce que j'avoue que j'ai pas vu le ralenti, part devant le coup d'envoi. C'est vrai que quelqu'un qui connaît pas le rugby, il voit coup d'envoi, on refait une mêlée. Bon, ben là, c'est sûr que personne n'a compris. Alors pourquoi c'était, mais voilà. Par contre, pour l'essai, etc., le dispositif c'est pas le même que pendant le tournoi. J'ai encore de vérifier. Pendant le tournoi, c'est le réalisateur qui choisit, donc il y a un peu ce côté arbitrage maison. Souvenez-vous de l'essai de James Lowe, etc. Alors que là, les arbitres et l'arbitre vidéo a accès à tous les angles, toutes les caméras, même ceux qui ne sont pas diffusés à la télé. Okay. Donc, notamment sur l'essai controversé, il a eu accès à tous les angles et à toutes les images. Donc il aurait pu appeler Jaco Pepper. Sur l'essai controversé, je pense que Jaco Pepper déjuge son juge de touche. Son juge de touche s'arrête sur l'action quand on le voit. Vu que je pense que Jaco Pepper est dans l'alignement de la passe, il déjuge son collègue en disant c'est l'inertie, parce qu'on te parle d'inertie. Tu dis c'est l'inertie, le ballon il va forcément vers l'avant. Du coup, à partir du moment où c'est comme ça, il ne peut plus revenir sur sa décision parce que lui, il n'y aura aucune image claire et nette s'il pense que c'est l'inertie qui lui montrera qu'il n'y a pas d'avant. Il va falloir 2-3 matchs, en tout cas les matchs du week-end, pour voir un peu ce qui a été donné. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une volonté claire et nette
d'avoir moins recours à l'arbitrage vidéo. Et en tout cas, que le match soit moins haché par des arbitrages vidéo à répétition. Parce que même, il n'y a pas eu beaucoup d'arbitrage vidéo, mais ça a été réglé en 10 secondes. Et d'ailleurs, on a eu le premier exemple du bunker, qu'on appelle le bunker, Jaco Peyper, qui a mis un carton jaune à Will Jordan et qui a fait le signe pour dire ça va être revu. Bon, on savait qu'il n'allait pas avoir rouge, mais si jamais demain il y a une épaule dans la tête, ce sera pareil et le carton rouge sera changé quelques minutes plus tard. Mais non, mais c'est vrai, mais pour quand même avoir revu l'action des dizaines de fois sur le deuxième essai, on a vraiment clairement l'impression, en regardant les lignes. L'impression, oui. Et je comprends pas comment. Oui, là, à partir du moment où il n'y a pas un arbitrage, c'est sur un essai. Mais... Non, mais imaginez, c'est la dernière action de la finale de Coupe du Monde. Non, mais je suis d'accord avec toi. On sera obligé d'analyser cette finale en parlant de ça. Quoi. Tu seras à la même place en train de critiquer l'arbitrage, mais le résultat sera le même. Qu'est-ce que tu dis Gaëtan, voilà, il le connaît tous les week-ends, l'arbitre a toujours raison. C'est une phrase qui peut être frustrante, mais c'est comme ça. Oui, oui. Donc on n'a rien pu faire. Les Français, tu vois, au final, les Français sont pas beaucoup allés parler à l'arbitre sur le deuxième essai. Bon, ils sont repartis au combat. Et au final, peut-être ça leur a mis un coup de boost. Parce que c'est là aussi, on va revenir au match, c'est là où ils ont commencé vraiment à dominer complètement les All Blacks, à partir du deuxième essai. Ils avaient la consigne d'évacuer leur frustration aussi. Ils ont commencé à parler, c'était la consigne de la mi-temps. Je pense qu'ils étaient frustrés de la première mi-temps. C'est dit au bout de 3 minutes en deuxième mi-temps, ou 5. Parce qu'il y avait déjà eu 3 minutes avant, l'arbitre n'a jamais sifflé un déblayage. Et là, on va nous siffler Cross qui arrive sur le côté à 5 mètres. Mais bon, la faute est liée, mais ça c'est les débats. La première mi-temps, on va dire. Et là, si tu vas te frustrer sur la décision arbitrale, ça aurait pu les faire sortir du match. Ils ont été plutôt intelligents, les Français. Alors, vous l'avez vu aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Paul les triera. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de commentaires. On réagit, c'est l'émotion là. C'est le premier match. J'imagine beaucoup de commentaires. Et c'est vrai que Jaco Peyper, il va prendre pour son grade aujourd'hui en France. Nous, on essaie d'analyser, on reste le plus objectif possible. Écoutez, les Français ont gagné. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais le résultat est là. On va pas s'en plaindre. Messieurs, on va passer à la deuxième partie quand même, aux notes. Alors on a déjà donné le 8,5 de Grégory Aldrit avec Emilien Gaëton. Et j'ai donné du travail un peu, Paul. Ouais. Tu vas essayer de nous lister déjà toutes les notes données par nos journalistes présents sur place aux 15 joueurs et possiblement aux 23. Alors j'imagine que Julien Marchand n'est pas noté. Pour la durée, mais voilà, vas-y, dis-nous les notes des Français, on s'arrêtera sur quelques-uns bien sûr après. Je commence par le numéro 15, Thomas Ramos, 7,5 sur 10, Damien Penaud, 6,5 sur 10, Gaël Ficou, 5,5 sur 10, Yoram Moefana, 5 sur 10, Gabin Villière, 5 sur 10, Mathieu Jalibert, 6 sur 10, Antoine Dupont, 6,5 sur 10, Grégory Aldrit, c'est la meilleure note, 8,5 sur 10, Charles Olivon, 7,5, François Cros, 6 sur 10, Thibaut Flamand, 8 sur 10, Cameron Wauquiez, 6 sur 10. Winnie Antonio, 6,5. Julien Marchand est non noté. Après, il est sorti sur blessure. Movaka, 8 sur 10. Et Reda Wardi, 6,5. Voilà, donc pour résumer, Grégory Aldrit, derrière Flamand, Ramos, Movaka, tout ça, ça a fait un gros match. Olivon aussi. Et Olivon, bien sûr. Olivon, meilleur placard du match avec 15 plaquages. Juste derrière lui, il y a l'homme dont on va parler, dont on a déjà un peu parlé, Grégory Aldrit, qui a enlevé le casque parce qu'il faisait trop chaud, a eu presque une épaule qui a failli le trahir. Mais bon, 14 plaquages, 71 mètres parcourus ballon en main. J'ai noté quand même, c'est quand même exceptionnel. 2 franchissements. 3 flottes. Bon, voilà, Grégory Aldrit, c'est. Il a gagné des mètres, surtout ballon en main. Là, 71 mètres, c'est énorme pour un numéro 8, on ne se rend pas compte. Mais dans un match comme ça, avec le ballon glissant, et faut le dire, il y a quand même eu peu d'offensive avec de la continuité des deux côtés. On n'a jamais vu les Français attaquer sur 1 minute de jeu. Mais bon, Grégory Aldrit, 71 mètres, c'est énorme. Non, mais surtout en première mi-temps, quand on n'est vraiment pas bien, il y a des sorties de camp là qui fait. Au moins, il va mettre l'épaule, il passe, ça fait du bien, quoi. Il a fait des actions positives qui remettent de la confiance. Tout le monde dans le droit chemin, ouais. Il a remis de la confiance à tout le monde. Je suis un peu surpris de la note de Winnie Antonio, parce que dans la première mi-temps, si on revient aussi sur cette première mi-temps, non mais il nous sauve un peu les meubles en première mi-temps. De pénalité, c'est grâce à lui. Puis même regarder Wardi, je trouve que les deux piliers, je suis un peu étonné aussi. Bon après, c'est du stade. Après, il y a beaucoup de plaquages manqués. Hein. Oui, mais bon, ça fait pas une performance. Il y a beaucoup de plaquages manqués. Et puis, on le répète tout le temps, de la télé et au stade, on voit peut-être pas les mêmes choses, voilà, mais on fait confiance à nos collègues quand même. Après, la vision du stade, on le répétera jamais assez, mais ça change beaucoup. Complètement différent. Mais ils ont vu le même match de Grégory Aldrit. C'était quand même pas mal. C'était difficile de le rater quand même. Ça. Oui, il y avait des choses dans mes Grégory Aldrit. Il y avait le duel face à Hardy Savea où, même si les All Blacks ont eu plus le ballon que les Français,
en termes de possession, il y en a un qui a plus brillé que l'autre, il faut le dire, parce qu'il y en a un qui a avancé, l'autre, on l'a un peu moins vu, Paul. Non, mais il est encore plus étonnant, quoi. Aldrit, j'ai l'impression qu'il va nous étonner à chaque match. Là, il 3 flottes, je crois, dans le match. Ouais, quand même, comme Antoine Dupont, c'est les meilleurs à ces statistiques. mais c'est-à-dire qu'il arrive à jouer continuellement derrière lui. Et puis comme tu le disais, Nico, quand on n'était pas bien pendant une période, il fallait lui donner le ballon et tu savais qu'il allait te remettre de l'avancée, tu savais qu'il allait faire le plaquage. Quand il se sacrifie pour quand le ballon que le Black il dégueule le ballon. Ah là, oui, quand il saute par terre, c'était dans les 22, ça rentrait des 22. Non, mais c'est vrai qu'il te fait énormément de bien, quoi. Je vous conseille de l'essayer. Sauter par terre, c'est compliqué, mais bon, il arrive à tout faire, Grégo Aldrit. Donc il pourrait tout faire, je pense. Je crois que les notes reflètent quelque chose. C'est les cadres qui sont là depuis le premier match, l'Air Galtier, qui ont porté les Bleus dans ce match qui était un peu tendu, quoi. Ouais. Olivon, 7,5, c'était le premier capitaine de Fabien Galtier. Voilà, il a répondu présent, c'est normal. Antoine Dupont, 6,5, mais il a été un peu partout. On a donc Aldrit qui est bon. Il y en a plein, même Thomas Ramos, même match de patron. Voilà. Ils ont fait les patrons, l'épine dorsale sur le terrain, parce qu'on n'a pas parlé de l'entrée de Movaka, mais elle est à souligner aussi. 8 sur 10. Voilà, donc on va dire que 2, 8, 9, 15, 10 aussi, parce que Jalibert, même s'il rate cette première pénale touche, après, il nous fait énormément de bien. C'est le genre dont on allait parler après. J'aime bien te devancer. Non mais vas-y, devance-moi, pas de soucis. Devance-moi, vas-y. Ouais, tu m'as coupé. Voilà, et puis l'OVNI, Thibaut Flamand, qui a 8, ça me paraît. Thibaut Flamand, ouais, parce que ce qu'on dit, ce sont des joueurs aussi qui ont joué 80 minutes. Grégo Aldrit, Thibaut Flamand. Aldrit, quand on parle de son temps de jeu, quand on revient souvent et avec raison, le temps de jeu des internationaux, est-ce qu'il joue trop, il se blesse, tout ça. Encore une fois, je touche du bois. Grégo Aldrit, on lui souhaite pas de blessure. Comme on disait, pendant 3 semaines jusqu'à l'Italie, dans le frigo. Là. Et Greg, t'as dit en conférence de presse qu'il te fallait du rythme pour jouer. Mais t'en as tu vas en perdre du rythme et tu vas jouer contre l'Italie. Moi, à la 75e minute, je disais, faites sortir quelqu'un du banc, là, il faut le remplacer, là, il faut pas le blesser sur les 5 dernières minutes. Surtout qu'ils avaient le droit. Si je me trompe pas, tu as le droit de rentrer François Cross après avoir fait rentrer Paul Boudin, je pense pas. C'est pas sur. Non. Donc c'est pas comme en top 14. Top 14. Ouais, voilà. Donc bon, tu sors François Cross, qui a été le moins bon des trois. Faut le dire, il a fait un bon match, mais le moins bon des trois, mais il a fait un énorme match, la troisième ligne. Attention. Plaquage en première mi-temps. Oui, c'est vrai. Mais Grégo Aldrit, c'était à 10 plaquages en première mi-temps. Il a fini à 14. Ça prouve aussi que les Français ont eu plus le ballon, c'est normal. C'est normal. Non, mais c'est fou. Après, je sais pas ce qu'en pense le chat de Grégo Aldrit. Sachant qu'il y a beaucoup de supporters rochelais aussi dans le chat, mais on va tous être supporters français quand même pendant un mois et demi. Et de Gersois, je pense. Oui, et de Gersois. On souligne aussi la très bonne entrée d'où vient Nicolas Hugo. D'Arthur Vincent aussi. Oui, clairement, il a 2 ballons hyper importants. Quelle belle rentrée d'Arthur Vincent. C'est vrai que le banc a beaucoup apporté. C'était vraiment de vrais finisseurs. Parce que même Romain Tao a fait du bien avec sa puissance. La complémentarité Flamand-Tao, c'est vrai que quand tu vois en première mi-temps comment tu loupes de plaquage, tout ça, Cameron-Oki, Thibaut Flamand, c'est vrai que c'est pas des joueurs à être. Et c'est pas des joueurs, ils ont pas un jeu frontal. Même Cameron-Oki est important en touche, je dis pas, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Flamand et Tao sont plus complémentaires, comme Wauquiez et Tao. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça restera le remplaçant idéal, Romain Tao final, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, dans une équipe de France qui dominait, tu avais l'impression que cette deuxième mi-temps était plus complémentaire. Elle a fait beaucoup plus mal. Oui, effectivement, on ne va pas se projeter jusqu'au quart de finale face à une autre équipe, mais effectivement, on a l'impression qu'on est un peu plus frontal avec Romain Tao sur le terrain. T'as l'impression que Romain Tao avec lui quand même aussi. Plus ça va, plus il rentre tôt aussi. Oui. C'est vrai qu'au début du mandat de Galtier, il rentrait, pas à la 75e, mais l'heure de jeu, là maintenant, t'as l'impression que en même temps qu'il va faire rentrer les piliers bientôt. 48e, là. Ouais, voilà. Avant, c'était que les piliers à la 47e, 48e qui changeaient, même quand c'était Cyril Bay, l'indiscutable et Antonio. Là, t'as l'impression que Tao, il rentre de plus en plus tôt. Ouais, mais voilà, William C aide aussi. Qui rentre même à la mi-temps, ça me pose pas de problème moi, mais je trouve qu'il a vraiment atteint ça, mais même mentalement, il sait qu'il va rentrer. Je pense que dans l'approche d'un match, c'est quand même un peu différent. Oui, tu sais que tu vas rentrer longtemps. Voilà, il sait qu'il va rentrer longtemps, il sait l'importance qu'il va avoir face à une équipe où il y a un petit, les joueurs sont un peu plus diminués et tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut quand même le garder, cette solution-là de puissance, parce qu'il y a des matchs où là encore, c'est grâce à notre deuxième mi-temps qu'on remporte le match. Oui. Donc dans la Coupe du Monde, il va y avoir des matchs comme ça. Pour en revenir au chat, juste, c'est vrai que les gens ils comprennent pas trop les notes de Wardy et Antonio, puisqu'ils ont trouvé qu'en première mi-temps, notamment, c'est ta mêlée quand même qui te sauve dans pas mal de situations, et c'est vrai qu'ils font le travail les deux. Honnêtement, que du stade, les plaquages qu'ils ont loupés, parce que c'est vrai qu'on a vu plein de fois Reda Wardy et Winnie Antonio monter, surtout Reda Wardy qui met beaucoup d'impact, et ça l'a aidé, notamment il met une grosse percussion en deuxième mi-temps sur l'aile gauche, il avance parce qu'il met beaucoup d'intensité, c'est un pilier comme ça, c'est un pilier moderne.
parfois ça monte, parfois ça loupe le plaquage aussi. Ah, Et je pense que du stade, quand tu vois un mec monter de 6 mètres, louper le plaquage et se replacer, forcément, c'est chose qu'on va pas la télé parce qu'il est hors champ, mais tu vois quand même que le mec a loupé son plaquage. Défensivement, dans la circulation, je pense que c'est des plaquages manqués qui viennent d'une mauvaise circulation générale. Et effectivement, on crée des rucks, on n'a pas été terrible en première mi-temps et on a vu Reda Wardi 1 ou 2 fois se faire prendre. On a vu Niatonio se faire déposer. Oui, c'est vrai. Tout ça, ça reste. Après, je suis d'accord qu'en mêlée, rien que pour la mêlée, pour ces 6 points qu'ils nous apportent, alors qu'on avait rien montré. En danger, Après, là, c'est dur, c'est vrai d'accuser forcément des joueurs, mais parce qu'on a plus tendance, quand on prend un truc au large et tout, on a plus tendance à accuser ceux qui sont en retard chez les 3/4. Mais la redistribution, la circulation, notamment des avants, elle est hyper importante. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 actions où on sentait qu'on était un peu juste, quoi. C'est ces moments où on avait l'impression qu'ils étaient complètement cramés. Notamment en fin de première mi-temps. On dit fatigué, moi. Oui. Mais fatigué, mais c'est vrai. Non, mais on en parle et c'est là où on voit que ce qu'est devenu l'équipe de France, c'est qu'ils ont gagné 14 points contre la Nouvelle-Zélande et il y a des moments où tu es en difficulté et tu n'as pas l'impression d'être à ton meilleur niveau, comme face à l'Australie, mais t'as mis 30, quoi. Donc, le score à la mi-temps il est de 9-8 et je pense qu'on a vu la meilleure équipe des Blacks possible pendant 40 minutes et qu'on n'a pas vu une très bonne équipe de France. Donc il y en avait une équipe qui était à 100% et l'autre à 60%. Donc effectivement, je pense que le niveau des Blacks a baissé en seconde mi-temps forcément. Et nous, on est remonté petit à petit. Oui, et puis l'essai de Penaud, déjà, Damien Penaud, il est à 1 mètre de marquer 2 minutes avant. Déjà, tu vois que ça commence à breaker quand même derrière. Tu vois qu'il y a de plus en plus d'espace. Après, ça marque. Et je pense que l'essai, d'autant plus que c'est important, parce que c'est Mathieu Jalibert dont on va parler. Presque, on avait tous envie que s'il y avait une bonne action à faire, que ce soit Mathieu Jalibert qui la fasse, parce que les autres, Antoine Dupont, il n'a pas besoin de faire ce qu'a fait Jalibert pour être en confiance, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et surtout Mathieu Jalibert, 6 sur 10. Oui, 6 sur 10, il me semble. Match mitigé, mais il y a ce premier essai où il fait le cadrage débordement qu'il faut sur Hardy Savea. Alors oui, c'est un avant, mais il faut le faire. Qu'il a libéré et il a quand même rendu une copie propre, le demi d'ouverture de Bordeaux. Oui, bien sûr. Non, mais j'étais en train de me dire autre chose. J'étais en train de me dire qu'en fait, sur la deuxième mi-temps, quand même, on gagne cette deuxième mi-temps de 18-0, puisqu'on va enlever le FC avec la Navarre. Bon, Nico, il enlève les essais, lui. Non, mais même, ça fait 18-5, quoi. Non, si tu veux, à partir de la 45e, c'est 18-0. Oui, voilà, donc, même si l'essai est litigieux, à partir de la 45e, c'est 18-0, donc c'est quand même quelque chose. C'est une véritable domination, quoi. 18-0, c'est assez incroyable. Mais effectivement, Mathieu Jalibert a très bien. Comme contre l'Australie, en fait. Jouer, s'est libéré au fur et à mesure du match, oui, effectivement, mais en première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose à faire non plus. Il fallait reculer au pied, essayer de les faire reculer au pied. Les Blacks ont joué toutes les touches rapidement. On peut regretter peut-être ce jeu au pied des Français. Au bout d'un moment, il faut aller trouver la tribune, quoi, comme on dit, parce qu'il faut essayer de casser le rythme quand on n'est pas très bien comme ça. Ouais. Ils l'ont peut-être pas bien fait, mais là, c'était plus Antoine Dupont qui a pris ce jeu au pied là, ou Thomas Ramos qui n'ont pas trouvé les tribunes. Je sais pas si tu as remarqué aussi, Paul, mais en deuxième mi-temps, Thomas Ramos était en position de 10. Et sur les phases défensives, coup de pied, mais sur les offensives, Thomas Ramos était en position de 10 et Jalibert à l'arrière. Donc c'est quand même, ça montre un petit twist qu'il faut entre les deux. Alors est-ce que Thomas Ramos, il y a plus d'automatisme avec Antoine Dupont ou c'est souvent, mais sur plusieurs phases, j'ai remarqué, j'ai bien analysé et tu avais Thomas Ramos qui restait, c'était pas qu'une fois où Mathieu Jalibert est allé dans le ruck ou autre. C'était vraiment Thomas Ramos en 10. Donc ça montre aussi qu'il y a des petits changements qui sont possibles par la polyvalence et par le talent des joueurs qui savent un peu se mettre partout, quoi. Après, Thomas Ramos, il aime bien faire ça quand même aussi dans son jeu, passer en numéro 10. Après, il faudrait regarder dans les zones. Ça serait intéressant de revoir le match, voir dans quelle zone. Aux abords des 22 mètres, moi. Aux abords des 22 mètres, ouais, peut-être que. Sur les 40. Donc tu vois, c'était un peu partout. Et est-ce que. Pas protéger Mathieu Jalibert, mais peut-être favoriser Thomas Ramos en 10 sur des actions précises. Et après, bon, en tout cas, sur l'essai de Penaud, il était bien en position 10, il a bien changé de sens. Après, pour revenir à Mathieu Jalibert, il a eu quand même un petit peu de déchets, après, comme l'ensemble des Français en première période. Je pense que c'est vrai que l'action va changer peut-être sa Coupe du Monde aussi, parce que tu sens vraiment. Enfin, c'était impressionnant l'image. Oui, quand il crie comme ça, tu as l'impression que c'est toute la pression qui ressort de lui. Et Penaud ensuite qui célèbre avec lui, qui a rendu quand même de magnifiques photos qu'on a vues à la fin avec les deux joueurs. Tu voyais que voilà, c'est bien pour lui aussi. Damien Penaud, il voulait féliciter celui qui lui offre l'essai. C'est vrai que Damien Penaud, on dit toujours un peu pareil, il est toujours là, il fait son boulot, il est lié, c'est normal. Mais voilà, Jalibert lui fait le boulot. Pour être un petit peu chiant au niveau défensif. On voit l'image quand même. Ah voilà. Voilà l'image où elle est magnifique. Le marqueur remercie son passeur quand même, c'est normal. Mais bon, défensivement, c'est vrai qu'on sait, on connaît, c'est un peu sa faille. On sait qu'il est moins fort quand même que Romain Ntamak et que d'autres ouvreurs.
il a encore montré. J'ai la stat. Ouais, vas-y. 6 sur 12. 50% au plaquage, Voilà. 6 plaquages réussis, 6 plaquages manqués. C'est pas assez. Mais C'est pas assez. voilà, il va travailler dessus. Je pense qu'il en est le premier, on est conscient. Et puis je pense que les Blacks l'avaient aussi un peu visé. Ils visaient un peu cette zone 10-12. Voilà, c'est cette zone 10-12. Avec Moefana aussi qui était titulaire, alors que ça devait être Jonathan Danty s'il n'était pas blessé. Donc voilà. On va mettre à son crédit défensif un bon retour en première mi-temps. Oui. Oui. Ou Martelia. Ouais. Oui, là, heureusement qu'il revient. Là. D'ailleurs, oui, c'est là où je pense à Winnie Antonio. Bon, Winnie Antonio face à Marc Téléa, on va pas aller en vouloir à Antonio quand même d'être pris de vitesse. Voilà, on va pas être si méchant. Sur le côté, ouais. Mais c'est vrai que Mathieu Jalibert fait vraiment un bon retour parce que je pense que si Téléa passe, il y a le feu derrière. Mais en fait, quand on parle de la défense de Mathieu Jalibert, c'est pas tant sur l'homme, parce que on va pas, disons les choses clairement, c'est pas un joueur qui s'échappe. On peut pas dire ça. Clairement. C'est plus sur des phases de jeu, moi je trouve, arrêtées sur des combinaisons adverses où donc c'est peut-être de la mauvaise communication et ça va venir avec la Coupe du Monde. À force de jouer ensemble, à force d'enchaîner les matchs, je pense que ça peut venir et il peut plus lire les trajectoires, mieux se comprendre avec sa ligne de 3/4. Mais voilà, c'est pas une question de qualité pure, je pense pas. Oui, c'est sûr. Non. En tout cas, on va pas remettre en cause le talent de Mathieu Jalibert. Thomas Ramos, il a beaucoup pris le jeu au pied. Je pense qu'à la fin, il avait mal à la jambe. D'ailleurs, il est sorti un peu fatigué. On lui demandera. Parce qu'il avait un peu mal au pied. Ouais. Bon, il a pas eu de crampe en tout cas. Et vu la chaleur, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. On parle de préparation. Quand il fait 35 degrés un 8 septembre, il n'y a aucun joueur qui est resté au sol pour des crampes. C'est là où tu vois quand même que la préparation, ça fait des déçus. Et je crois qu'il y en a eu quand même à la fin. Je vois un joueur français qui se fait tirer un peu là. C'est pas J'ai regardé pourtant. Je pense que c'est Aldrit. C'est Aldrit, ouais. Il me semble que c'est. Me tuer le mythe Aldrit, quoi. Il mérite pas du tout son titre d'homme du match, en fait. Il était fatigué, Grégory. Non, mais je pensais honnêtement, ça a dû être discret, j'avoue, autant pour moi. Mais il y a quand même pas beaucoup de joueurs. Tu vois que les joueurs sont prêts quand même à. Quand on parle d'intensité, il n'y a plus de vidéo, il y a du jeu, il y a un chrono au buteur. Bon, en termes de temps de jeu effectif, quand même, ça doit changer. D'ailleurs, Thomas Ramos qui passe à 1 seconde de se faire surprendre. Sur la pénalité qu'il a loupé. Ouais, la pénalité qu'il loupe en première mi-temps, il a 1 seconde de se faire surprendre, il nous a fait un peu peur. C'est pas grave. On peut parler de Penaud, il nous a fait une Penaud. Penaud a fait une Penaud. Penaud a fait Penaud, failli marquer. Il a fait quelques travers. Au bout d'un moment, c'était il a fait le tour du périph' 2 ou 3 fois. Au bout d'un moment, faut dire. Il y a une période où à un moment donné, on se demande. Il y a une action, on a la souris. C'est pas de la moquerie, c'était n'importe quoi sur le terrain. Non, le ballon arrive dans les mains de Penaud. Le ballon il est parti 3 mètres au-dessus. Non mais après il y a eu 5 minutes totalement folles. Thomas Ramos sur une pénalité en notre faveur, il est sur nos 50 mètres, il va essayer de trouver une touche de l'autre côté là, où on sait jamais, mais c'est sûr que Jordan n'était pas là, donc pourquoi pas. Avec un bon rebond ça sortait. Avec un bon rebond ça pouvait passer, ou je crois que c'était Vincent ou Villiers qui était sur l'aile, on sait jamais, mais bon. C'est pas passé. Du match, on était quand même à plus 3 ou plus 6. Il y a Movaka qui joue une pénalité. Bon, après, il a bien joué, lui. Il a bien joué, mais bon, je pense qu'à ce moment-là du match, tout le monde avait dû se demander ce qu'il faisait. C'est le French flair. Donc je pense que Damien Penaud, il s'est dit, je peux faire pareil, allons-y. Quoi. Ouais, il a eu raison. Mais il y a une période quand même qui te fait beaucoup de bien, là. Pendant 5 minutes où il reprend quelques ballons, il est dans l'avancée. Après, en première période, désolé de le dire, mais je trouve que les autres équipes trouvent trop facilement les couloirs, quoi. Que ce soit nos 2 ailiers, on trouve trop facilement les couloirs. On dira toujours pareil des matchs Damien Penaud. La défense sera jamais son point fort et je pense pas qu'il a fait de priorité, mais j'allais dire Damien ne change pas. Reste comme t'es et je pense pas que t'allais changer surtout, mais ne change pas. C'est l'équipe de France joue comme ça depuis 4 ans, tout le monde le sait, on est resserré. Non mais même les Blacks l'avaient dit en préparation du match, on sait que si on va vite sur l'extérieur, dans les couloirs il y a de l'espace. Et en plus, si vous regardez toutes les autres grosses nations, Curly RNC, sa défense c'est pas énorme, mais le mec il va à 2000 à l'heure, il monte en pointe, et s'il monte bien, il te coupe une action, donc au bout d'un moment il faut jouer avec le risque. C'est le rugby moderne, tant que c'est des 2 côtés. Et voilà, écoute, Will Jordan aussi a commis des erreurs, il a pris un carton, il a pas fait le match de sa vie, il est lié All Black. Mais bon, comme je dis, Penaud, on pourra tout le temps dire ça de ces matchs quasiment, mais il sera toujours là pour franchir la ligne à un moment donné. Oui, et puis en deuxième période, il nous a rassurés. Enfin, il a fait vraiment une grosse deuxième période à l'image de tous les Français. Moi, je me mets à la place des autres équipes. T'en penses quoi de Damien Penaud à l'analyse vidéo Tu dis quoi, les liens en face? Tu dis alors fais attention parce qu'il peut faire un travers de 48 mètres. Non, mais en défense, quand il est face à ton ailier, ton coéquipier, fais gaffe parce que 10 secondes après, il peut être de ton côté. Tu te demanderas comment c'est passé. Le mec, ça va être hyper compliqué de défendre sur un mec ou de
il est imprévisible, quoi, et c'est ce qui fait sa force. 30e essai, il rejoint Philippe Sella. Bah, oui. Mais bon, quand même, sur ce match. Le record, il va pas tenir longtemps entre nous. Oui, non, entre nous, Nico. Pas le record, il va pas tenir longtemps. Faut pas qu'il nous fasse une grande Coupe du Monde. Non, mais après, c'est difficile en Coupe du Monde maintenant de faire des gros exploits comme ça. Parce que je pense pas que Damien Penaud va jouer contre l'Uruguay, contre la Namibie. Même si c'est un poste. Il pourrait faire 2x3 ou 2x4. Ouais, après, c'est un poste où t'as pas grand monde. Si t'as Jonathan Danty qui est pas à 100%, t'as Arthur Vincent. Une fois que tu titularises Arthur Vincent et Louis Bielbiarré, et Jaminet à l'arrière, t'es obligé, il reste une aile où t'es obligé de mettre Villiers au Penaud. Ou Moefana, ou voilà, oui, non, mais je veux dire, t'as quand même pas le même réservoir, c'est pas un deuxième ligne ou un troisième ligne où tu peux quand même faire tourner et te débrouiller. Non, mais oui, c'est vrai que on a du mal à le voir sur les matchs. Je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait un qui joue pas ces matchs-là, ça sera Damien Penaud. Et Villiers, vous en pensez quoi, ce commentaire fripouillasse, Villiers en dents de scie, mais vraiment bien aiguisé. Donc voilà, il trouve qu'il a fait un bonne première. J'ai pas entendu. En dents de scie, un match en dents de scie. Oui, il nous a fait peur en première mi-temps. Il perd un ballon dans les 22. Que Damien Penaud, oui, effectivement. Mais bon, après, il y a des jeux au pied dans son dos. Là, en seconde mi-temps, là, il fait un bon retour et il sauve le ballon, alors que les Blacks tentaient des petits coups derrière dans notre dos. Non, il a réussi à conserver des ballons un peu difficiles. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, là, il a cassé arrière Ramos pour un. Au moins, il a économisé un coup de pied à Thomas Ramos. Peut-être qu'il y a demandé, Ramos, il a dit bon, si tu peux me l'éviter celui-là. Et on part tout seul dans son fermé, je crois qu'on se fait pénaliser. Non, contre Ruck. Contre Ruck, ballon perdu et accent d'ajouter. Il n'est pas encore à son meilleur niveau quand même. Pour ce qu'on connaît de Villiers, de ce qu'il a fait même en équipe de France. Il a moins de peps. Il n'est pas à son prime, quoi. Alors peut-être qu'il va y arriver pendant la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui a peu joué pendant des mois. Donc, Après, sur 3 mètres, quand il y a 3 mecs en face de lui, oui, non, mais c'est sûr. Arrive à garder le ballon. Il faut se dire aussi qu'un mec qui a peu joué, il est quand même dans ce match. Il est pas, voilà, bien sûr, il n'est pas ridicule. Il est, en termes d'intensité, il est là. Donc c'est quand même énorme. La remise en forme, et c'est là où la prépa, je pense que ça y joue vraiment énormément. C'est que le mec, il est quand même au niveau. Voilà, tu vois pas un mec complètement à la rue par rapport aux autres physiquement. Et du coup, c'est quand même une bonne nouvelle pour la suite. Et le plan anti-Dupont, alors, il a marché, il n'a pas marché? Je crois qu'Antoine Dupont a surtout été très intelligent. Il a fait un match dans la sobriété. Et il n'a pas tenté beaucoup de choses. C'est comme tout demi-mêlée. Il n'a pas eu un pack qui a énormément dominé en première mi-temps. Donc beaucoup de ballons compliqués. On voit à un moment donné, il fait une chistera. Bon, bien sûr, parce que c'est Antoine Dupont. La chistera est arrivée là où il voulait. Mais je pense que si c'est nous, il y a déplacement de l'épaule. Et le ballon, il est dans le ciel. Mais bon, lui, il a réussi. Et puis voilà, il a fait un match derrière un pack qui n'a pas tout le temps dominé. Avec des ballons, même à un moment donné, on l'a vu. Presque hausser le ton avec ses coéquipiers parce qu'il savait pas trop quoi faire, ballon direct en touche, coup de pied direct en touche. Mais sobriété. Après lui aussi, il a attrapé un nombre de ballons là, ce soir et il a trouvé une longueur au pied. Important, hyper important. C'est important dans ce match-là. Après, c'est vrai que des fois, il doit être un peu frustré quand même. Maintenant qu'il y a tellement d'adversaires sur lui, tu sens qu'il doit. Alors, il est content, mais est-ce qu'il doit. Tu vois, il a beaucoup moins d'espace. Tu sens que. Alors, après, c'est une forme d'intelligence. Hugo Mola le disait, il a mis de la sobriété dans son jeu. Et tu vois, c'est Nico. J'ai envie de dire, voilà, parce qu'on dit ça, c'est Antoine Dupont, quoi, parce que les Néo-Zélandais qui parlent du match d'Aaron Smith. Aaron Smith, avec c'est un joueur, c'est une légende du rugby. Oui, après, ça fait quelques saisons, voilà. Il n'y a pas débat, mais aujourd'hui, Aaron Smith, derrière un pas quand même qui a pas mal avancé, en plus en première mi-temps. Tu te dis, bon, ben voilà, tu sors, il a fait un moins bon match qu'Antoine Dupont, quoi. Enfin, Ça nous permet de rappeler qu'on a battu largement les All Blacks avec Scott Barrett, et qui a été peut-être. Qui est le meilleur Néo-Zélandais. Oui. Et qui n'aurait jamais dû être là. Voilà. Et Marc Télia, parce qu'il faut le dire, Marc Télia s'est offert un doublé quand même. Parce que tout le monde il a du gaz aussi quand même. Hein. Il a du gaz sur les premiers. Ah bah oui, il a du gaz, oui. C'est vrai que de loin, on dirait John Alomou quand même. T'es un peu chauve, mais bon. Respect à la légende. Il s'est offert un doublé, on n'a jamais revu son départ sur le premier. On ne sait pas s'il part avant le coup de pied ou pas. Hein. Tu veux te faire l'arbitre, Non, pas l'arbitre. La réalisation. La réalisation. Frustration. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Et sur le deuxième, il bénéficie d'une passe à 3 mètres en avant. Une passe litigieuse. Ça vous va? Barrett aussi, pas trop mal. Une passe litigieuse de 3 mètres en avant. Oui, non, mais on va s'arrêter aussi sur le match de Yoram Moefana. On est un peu obligé parce que c'est un des joueurs qui avait le plus à gagner, mais aussi le plus à perdre. Parce que c'est un des mecs, voilà, si Danty avait été là, il n'aurait pas débuté ce match. Et on ne sait pas s'il allait être sur le banc. Il l'a débuté à numéro 12 et une première action qui nous a inquiétés. On peut le dire, je pense qu'il a dû l'inquiéter aussi, où il se trouve complètement défensivement. Il faut le dire, et que Yohanné, il est passé, il y avait 5 mètres entre Ficou et Moefana.
Je suppose que c'est pas facile pour lui de débuter un match comme ça, mais c'est vrai qu'il y aura Moefana 5 sur 10, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a eu du bon, mais il y a eu surtout du moins bon, parce que victoire face aux Néo-Zélandais, tu n'as que 5 sur 10. Oui, mais il rate Moefana un peu n'a pas non plus prouvé ou émis toutes les garanties qu'on voulait, quoi. Il rate un peu son match quand même, défensivement, sur cette première action, je pense que le plombe complètement. Et après c'est difficile pour lui parce qu'il est quand même utilisé à chaque fois dans un rôle un peu à la Danti, quoi. Et sauf que c'est pas Danti. En termes de puissance, en termes de manière de jouer, parce qu'il ne va jamais tout droit. Il y aura Moefana, alors c'est tout à son crédit, enfin c'est tout à son honneur, hein, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il essaie toujours le crochet, et après en même temps il a glissé 2 fois, ça l'a mis en difficulté, mais c'est vrai qu'il est utilisé comme Danti, alors que, voilà, c'est un énorme joueur, mais je sais pas si il a pas assez confiance en soi pour aller tout droit et essayer d'écraser le mec en face, ou il essaie toujours de l'éviter. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'il a toujours essayé un peu d'éviter, ça lui a parfois porté préjudice. Bon, on va pas se plaindre de joueurs qui essaient d'éviter les autres, mais non, mais bon, Jonathan Danty, des fois il les évite pas. Oui, comme l'Australie, la file derrière la ligne. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui arrivent à avancer comme Jonathan Danty. Ça, c'est sûr. Donc il fallait se réinventer sur un style de jeu avec Moefana, effectivement. Et surtout, en première mi-temps, je crois que sur les 2 premières offensives, le ballon voyage beaucoup pour presque arriver à l'aile où il est. Et c'est lui qui doit prendre la collision. Je pense qu'on avait peut-être mieux à faire pour aller jouer la collision que d'aller chercher Moefana après 3 passes, quoi. Oui, non, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Après, il a 77% de plaquage réussi. Donc c'est 3 sur 4. Ouais, voilà. Donc c'est pas non plus catastrophique. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en plus, il sort assez tôt quand même. Il sort, il me semble, à la 58e. Remplacé par Arthur Vincent qui fait une grosse rentrée. Alors bon, je pense qu'il a pas mal perdu quand même, peut-être dans l'esprit de Fabien Galtier sur ce match. En tout cas, Danty, je pense qu'il peut se reposer tranquille. Et je pense que si on est en quart de finale, avec cette victoire, il y a de fortes chances. On va dire qu'il n'a pas brouillé les cartes pour une prochaine composition. Je pense pas que voilà, il a renversé. À voir s'ils essayent, s'ils lancent Danty dès le prochain match face à l'Uruguay, mais bon. Non, mais tu vas voir que Moefana, il va revenir, il va jouer lié au prochain match. Allez. Mais c'est largement possible, comme après, je disais. Pour sécuriser la défense, un peu plus de sécurité. Non, mais au-delà de la défense, si tu veux reposer Villiers et Penaud, c'est bien Biarré et Moefana aujourd'hui tes 2 ailiers. Parce que si tu veux reposer Ficou, il faut que tu mettes Arthur Vincent. Enfin, au bout d'un moment, t'as un groupe de 33 joueurs avec forcément 9 piliers déjà, donc tu as moins de solutions derrière. Donc il y a le choix de laisser Moefana pour que Danty récupère, mais bon, encore plus. Ou, messieurs, Sekou Makalo à l'aile. Mais bon, après ça, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous en voulez. Mais bon, quand Sekou Makalo va débuter à numéro 11 et Paul Boudin avec le numéro 12, bonne rentrée de Paul Boudin quand même. Faudra revenir. Parce que bon, tout est possible avec ce staff. Mais là, on en a pas parlé, mais le 5-3, on en a parlé pendant toute la semaine, mais. Il peut se friser les moustaches. Fabien Galtier, ce soir, ses remplaçants, ils ont tous été au top. Et même Melvin Jaminet qui rentre 4 minutes, il a marqué un essai. Donc, Et il a failli dans ce qui réussit le mieux face au poteau, dans une pénalité qui était dans une transformation qui était dans ses cordes. Je pense qu'il était dans l'euphorie d'avoir marqué. Je préfère qu'il marque 5 points que 3. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tes études en maths qui font la différence. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que tous les remplaçants, quasiment, ont été. Alors Movaka, on le met de côté parce qu'il a joué, il a joué 68 minutes, mais les autres ont tous répondu présent, quoi. Autant les piliers, Tao Fénois, Paul Boudin, 5 plaquages en quelques minutes, aucun manqué. Où on voit qu'il met une grosse pression à un moment donné, il amène vraiment son énergie. Le ballon en main quand il va frapper la défense là. On n'en parlera jamais assez, mais le vivier français, il y a des sélections, des grosses sélections qui n'ont pas cette profondeur d'effectif, et voilà, parce que quand t'as pas Danty, tu perds Marchand, t'as Movaka qui rentre qui fait un match énorme, qui est quasiment l'homme du match. Enfin, t'as toujours quelqu'un pour prendre le relais, quoi. T'as pas Willem C, Thibaut Flamand, c'est un des 2 meilleurs joueurs du match parce qu'il est numéro 5. Il peut jouer numéro 5, mais c'est pas vraiment son numéro fétiche. Enfin, t'as tout. Alors que, tu vois, de l'autre côté, il faut le dire aussi, Vaille, il est rentré pour remplacer Sam Cane. C'est pas des mecs qui surnagent ou voilà, ça arrive de louper son match, mais t'as l'impression qu'il y a un vivier français que d'autres n'ont pas. Et puis tu sens quand même qu'ils en ont encore sous le pied, quoi. Je sais pas, tu sens qu'il va y avoir une montée quand même en pression, une montée. On va progresser au fil de la compétition. Là, on va travailler en plus dans la sérénité. On vient de battre les Blacks en ouverture de la Coupe du Monde, c'est quand même énorme. Donc on ne peut que être rassuré, optimiste et joyeux. Avec 6 jours de récupération. Ouais. Parce que tu rejoues dès le jeudi, donc il va y avoir rapidement une gestion et rapidement tu vas te tourner vers l'Uruguay avec une autre composition et tout ça. Ça peut changer les plans, donc voilà. Mais on sera là pour analyser tout ça.
Tu vois, il y avait une question, alors c'était pas sur un joueur précis, mais c'était sur une question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que le staff a fait la préparation physique pour les quarts de finale, justement? Parce qu'on parlait tout à l'heure des joueurs qui étaient peut-être un peu lourds ou c'était dur. Est-ce que c'est parce que la prépa va apporter vraiment ses fruits dans les matchs à élimination directe? C'est la question qui revenait un peu. Je pense qu'il y avait quand même un petit temps de passage quand même obligatoire face aux Blacks. On les a sentis un peu lourds et émoussés en première mi-temps parce que vraiment 36 degrés à 21h, je pense qu'ils devaient pas s'y attendre. Même si c'était entraîné sous la canicule à Cabreton. Mais pire parce que on avait la chance d'être à Monaco, Paul et moi, 2 semaines. Il faisait pas 20 degrés à Monaco en plein été, je te rassure, Nico. On cherchait l'ombre, nous. T'as mouillé la chemise. On a mouillé la chemise, moins que les joueurs, pour les avoir vus en face de moi dans une préparation physique intense, qu'on dira. Mais non, voilà, oui, c'est vrai que c'était vachement entraîné. Non, mais par contre, c'est sûr que la préparation, elle est faite en 2 temps pour continuer à progresser après. Je pense qu'on n'est pas à notre maximum. On était à niveau normal pour un match d'ouverture. Oui. Après, on peut aller encore plus loin, je pense. Après, voilà, on est ambitieux avec cette équipe, mais bon, que lui demander de plus? Ils ont gagné. L'émotion, de se faire prendre le score direct, ça coupe un peu les jambes des fois. Hein. Et puis, quand on est derrière au score, il y a des efforts supplémentaires à faire. C'est pas pareil que quand tout se passe bien. Quand tout se passe bien, à la fin, on courait comme des lapins. Oui, c'est sûr. On demandait des nouvelles de Julien Marchand dans le chat. Allez aussi sur Ruud Birama parce que le sélectionneur avait réagi. Il a dit que nous pensons que c'est un problème musculaire aux ischios après une hyperextension. Donc là, il a donné cette première phrase. Après, il va passer en conférence de presse. Et encore une fois, je vais être un peu taquin, mais c'est bien qu'il reste soft. Parce que voilà, Romain Tamac, c'était rien de grave après le match. Bon, ligament croisé, il y a eu Siriba et tout ça. Donc bien sûr, Fabien Galtier, comme nous tous, attendra les résultats. Il aura la réponse peut-être avant nous. Parce que je pense qu'il la demandera avant nous. Mais on essaiera de l'avoir au plus vite. On m'a dit à l'oreillette que Maxime Gutiérrez, qui était lui, qui a eu la chance d'aller tribune du Stade de France, voilà, il est là, Maxime. On le voit. Est-ce que tu nous entends déjà, Maxime? Je vous entends très bien, vous m'entendez? Oui, ça va. On a l'impression qu'ils ont été la lumière. T'es caché dans le Stade de France, t'es le dernier? Le petit éclairage, non, pourtant je suis à l'endroit prévu pour les petites interventions vidéo comme ça. Il y a peut-être un éclairage un peu faible en effet, mais il se fait tard. Ah, mais ça va. En tout cas, toi, tu vas nous éclairer sur le match parce que t'étais au stade. T'étais dans le stade. Donc, alors on va peut-être te reposer la question, la poser à Emilien Gaëton, à Pablo Ordas qui était avec les supporters. Toi, tu étais dans les tribunes, ce premier essai néo-zélandais, ou en tout cas ce début de match. T'as mis un petit gilet quand il y a l'air frais qui est passé? Tu sais ce que c'est, à Paris aujourd'hui il faisait 35 toute la journée, il devait faire 31 degrés encore au coup d'envoi, ressenti très humide, très moite, il faisait très chaud. Au bout de 92 secondes, en effet, il y a eu un petit coup de clim qui est tombé sur le Stade de France. Là. On a eu vraiment besoin d'un petit gilet à ce moment-là. Ouais. C'est vrai que ça a jeté un grand froid dans le Stade de France, cet essai des Blacks. Et même, pour aller un peu plus loin, toute la première mi-temps, on en parlait. Alors, pour Nico, faut pas dire cramé, il paraissait fatigué. Les joueurs français à la 35e minute. Est-ce que du stade, tu as eu cette impression où... Nous, derrière notre écran, on avait l'impression que c'était l'heure de jeu. À la 35e minute de jeu, beaucoup de joueurs qui restaient au sol. Grégory Aldrit, bien sûr, la blessure. Mais j'ai une souvenir Charles Olivon qui fait un plaquage. Il met 4-5 secondes à se relever. Est-ce que du stade, ça se sentait ça? Des Français en difficulté? Ça se sent, on n'attendait pas une telle intensité, peut-être aussi néo-zélandaise d'entrée de match. Et puis ce qui faisait un petit peu peur, c'était de se dire que si c'était comme ça en première mi-temps, la deuxième mi-temps allait être assez dangereuse pour nos Bleus. Et ils ont montré totalement le contraire en fait. La deuxième mi-temps en termes de fraîcheur physique et d'intensité a été vraiment dominée par les Français et je sors de la conférence de presse d'Antoine Dupont et de Fabien Galtier. Ils ont mis l'accent vraiment sur l'apport des finisseurs qui sont rentrés en seconde période et qui ont vraiment donné un autre ton à cette rencontre, donné une autre tournure à cette rencontre. Et ils ont vraiment rendu hommage à leur banc, au Melvin Jaminet, au Maxime Lucu, à Arthur Vincent, à tous ces joueurs qui sont entrés et qui ont contribué à tourner le match en faveur des Bleus. Mats, il y a un peu le débat dans le chat. Est-ce que tu peux vraiment nous donner clairement les nouvelles concernant Julien Marchand de Fabien Galtier? Qu'on soit au clair là-dessus. Alors clairement c'est compliqué parce que non plus n'avaient pas des nouvelles très claires à nous donner, à nous communiquer. En fait ils ont expliqué qu'ils venaient de voir les images juste avant de rentrer en conférence de presse et que Julien Marchand avait ressenti sur un grattage, comme il aime si bien le faire, il avait ressenti une hyperextension à la cuisse. Donc les premiers examens rapides et les premières sensations du joueur laissent penser à une hyperextension de la cuisse, à peut-être
on l'espère pas une déchirure, on espère que ce sera une lésion de grade, de grade assez faible. Donc il a dit qu'il l'avait perdu pour quelques jours, il a pas été assez explicite sur ça. Mais Antoine Dupont s'est montré rassurant et il a surtout insisté aussi sur le fait que, évidemment, perdre un coéquipier, un ami, c'est toujours compliqué. On connaît pas encore sa durée d'indisponibilité. Mais il a dit qu'il avait amplement confiance en Peato Movaca, qui a fait une entrée plus que correcte aujourd'hui. Il a dit qu'il y avait aussi Pierre Bourgarit. Il a été très rassurant sur le potentiel des Bleus à ce poste-là. Ouais, mais en ce qui concerne les nouvelles de Julien Marchand, on est encore dans le flou. Oui, et puis pour un peu expliquer, le quart de finale est dans un mois. Alors on s'avance peut-être un peu, mais si c'est une lésion mineure, par exemple comme Jonathan Danty, comme on en a l'exemple là, qui pourrait revenir jeudi prochain, on l'espère, en tout cas on lui souhaite au centre, Julien Marchand pourrait revenir pour le quart de finale ou un peu plus loin après si les Bleus vont plus loin. Jonathan Danty est un surhomme quand même. Il s'était fait casser soi-disant le visage par les box et il jouait une semaine plus tard. Donc après, on parle quand même d'un surhomme. Nico, est-ce que Julien Marchand n'est pas un surhomme aussi? La question reste en suspens. Non, mais au niveau de l'ambiance, très clairement, Max. Oui, raconte-nous cette Marseillaise là quand même. Ah oui, la cérémonie d'ouverture, c'était bien vu du stade, sur la télé. La cérémonie d'ouverture, c'était sympa. Écoute, ça a mis une ambiance. Il y a eu une ambiance de folie sur la fin. Ils ont réussi, en fait, je pense qu'ils avaient pour but à l'international de montrer une image. Ils ont utilisé évidemment quelques stéréotypes, quelques clichés français, mais qui à l'international fonctionnent toujours. Nous, ça peut nous faire sourire. Mais par contre, ils ont réussi à je pense, leur objectif dans le stade, c'était de mettre un peu le feu et d'avoir un stade chauffé à blanc pour l'entrée des joueurs. Et ça, ils ont réussi. Ils ont fait les 5 dernières minutes sur la Peña Bayona. Avec 80 000 personnes qui étaient à fond, donc c'est monté crescendo. Et pour la Marseillaise, par contre, le soufflet est un petit peu retombé. On en discutait en tribune, on s'attendait vraiment à une Marseillaise incroyable. Moi, j'ai pas eu l'occasion non plus de faire des dizaines de matchs de l'équipe de France au Stade de France, mais mes collègues journalistes qui en ont fait plus s'attendaient vraiment à quelque chose de fou. Alors peut-être qu'évidemment tous on était trop hypés on attendait trop ce moment-là. Et il y avait un petit décalage entre le chœur qui chantait, entre le public évidemment qui était aussi à fond, entre tout ça, et ça a laissé un petit goût amer. Je sais pas comment ça a rendu à la télé, mais du stade c'était pas incroyable. Alors nous on va te dire comment ça a rendu. On a eu 2 Marseillaises. On a une Marseillaise par la chorale et une Marseillaise décalée de 2-3 secondes par les joueurs. Ouais, donc, ça s'entendait. Donc, on a eu 2 Marseillaises, on va pas se mentir, c'était pas le meilleur moment du match. On attendait presque une Marseillaise a cappella, une vraie union entre les joueurs et les supporters. On va pas se mentir aussi, sur nos téléphones, de suite, nos amis, nos familles, tout ça, on regarde les messages au coup d'envoi, c'était ça, c'est quoi un peu cette Marseillaise. Bon, ça arrive, on va pas non plus assassiner les personnes qui ont organisé ça. Non. C'est vrai que derrière l'écran, ça rendait pas c'était pas exceptionnel. C'est vrai. Ouais, on a voulu faire une originalité là et c'était pas nécessaire. Et surtout 1 minute après, on a pris le Capo Pongo juste derrière. Donc, et le début c'est bien. Bon, et ça aussi, comment? Parce que dans le stade, Max, il y avait sûrement beaucoup de personnes qui sont pas non plus des fans de rugby et de première heure, qui vont pas sur le terrain tous les week-ends, tout ça, et on le comprend aussi. C'est ce haka, ce Kappa au Pongo qui veut dire vraiment beaucoup de choses pour les All Blacks, qui ramène plus au combat, tout ça, ce qu'ils ont proposé quand même ce soir. Alors oui, tu étais en tribune de presse, donc pas forcément au milieu des personnes lambda, mais comment ça a été reçu par le Stade de France? C'était super intéressant à voir l'accueil du haka, parce que quelques personnes dans le stade ont essayé de siffler, de s'opposer peut-être en soutien à l'équipe de France, puisqu'en irrespect aux Néo-Zélandais, mais ont essayé de siffler et été vite corrigés par la grande majorité du stade à grands coups de chut, chut. On voulait un grand respect dans le Stade de France de ce moment-là, et on l'a eu vraiment. Ça a été vécu comme un moment qu'est le haka d'un match d'ouverture de Coupe du Monde. Très intense, très impressionnant franchement à vivre. C'est la première fois que j'en vivais un pour ma part, et c'est très impressionnant. J'ose même pas imaginer trop. Quand il y a des photographes, ça m'a fait rigoler, parce qu'il y a des photographes et des caméramans qui sont juste allongés 5 mètres devant. Ça doit être incroyable. Derrière l'écran, tu dois pas peut-être t'apercevoir de ce qu'ils vont te faire. Vaut mieux peut-être que si tu les provoques. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'imitation des personnes qui ont voulu couper les sifflets, qui voulaient un peu provoquer le haka. Tu l'as bien fait en tout cas. Là, mais bon, voilà. Et ensuite, cette deuxième mi-temps, on suppose aussi que le stade a été énormément soulagé après l'heure de jeu. Il y a l'essai de Penaud, il y a le coup de pied de Ramos, et puis bon, l'essai de Jaminet. Le sort du match était déjà scellé. On va pas se mentir, mais voilà.
Le public français a quand même, s'il y a eu cette clim au tout début, s'il y a eu quelques petites, ce qui l'a aidé à se remettre dans le match, on va dire, c'est qu'il y a eu quelques petites décisions qu'on pourrait qualifier de litigieuses d'entrée de match. Et évidemment, le public du Stade de France l'a fait savoir à notre ami Jaco Peyper. Et ça l'a vite refait basculer dans son match. Le public était chaud bouillant. Là, pour le coup, récemment, j'avais fait le match du Grand Chelem, le match contre l'Irlande en 2022, et on a passé quand même encore un cap, quoi, au Stade de France. Aujourd'hui, c'est devenu un chaudron. Hardy Savea, à la conférence de presse des Blacks, a dit que pour lui, c'était un rêve de jouer dans un des plus grands. Il a dit la plus belle scène du monde. Il a qualifié le Stade de France aujourd'hui de plus belle scène du monde. Il a dit que le public français avait vraiment aidé son équipe à s'imposer, qu'à certains moments, alors ça c'est assez énorme, il a dit à certains moments on n'entendait pas Jaco Peyper donner les commandements des mêlées, quoi. Donc qui de mieux placé que Hardy Savea pour nous parler de l'ambiance de ce soir, il a tout dit. Et Max, comment tu as regardé un peu les journalistes néo-zélandais, comment ils ont réagi eux, un peu à cette défaite? On sait que Ian Foster n'est pas très apprécié dans la presse néo-zélandaise et au pays. Tu as senti les visages étaient bien fermés, même en conf? Moi, j'ai senti des Néo-Zélandais assez déçus, c'est déçu de ne pas avoir été efficace. C'est le mot qu'a utilisé Ian Foster. Ils n'ont pas été assez efficaces. Ils auraient aimé vraiment marquer sur ce grand temps fort qu'ils ont avant la mi-temps, où on les défend sur notre ligne, et on s'en sort et on mène au score à la mi-temps. Ils avaient quelques regrets, évidemment. Ils ont rendu hommage aux Bleus qui étaient plus forts qu'eux. Mais Hardy Savea, encore une fois, l'a bien souligné. Les Box ont perdu leur premier match en 2019. Les Blacks sont bien placés pour le savoir, et les Box ont été champions du monde dans la foulée, quoi. Ils ont dit si on est amené à rejouer cette équipe de France, on sait ce qu'on a à corriger, il faut qu'on soit plus efficace, il faut qu'on leur laisse le moins d'espace possible. Mais ils étaient moi je les ai trouvés, pour une équipe qui au final a quand même perdu de 14 points, a pris 30 points, je les ai trouvés assez sereins et pas plus inquiets que ça, non. C'est vrai qu'ils perdent quand même 2 matchs consécutifs. Ils ont pris une rouste face à l'Afrique du Sud. Ils restent sereins. C'est important de le rappeler aussi. Si on revoit un France-Nouvelle-Zélande dans cette Coupe du Monde, ce sera en finale. Les deux sélections ne peuvent plus se croiser jusqu'à la finale. Donc, si on reparle d'un France-Nouvelle-Zélande, c'est aussi bon signe parce que ça voudra dire que la France est allée en finale et possiblement avec la Coupe. Messieurs, d'autres questions ou on libère Max? Parce que je pense qu'il va éteindre la dernière lumière qui reste dans le Stade de France. Et le gardien qui arrive, le gardien du Stade de France. On va plus rien voir, donc voilà. Non, mais merci Max en tout cas d'être passé. On espère que tu as bien profité en tout cas de ce match. Parce que tu fais des jaloux, je pense. Mais voilà, la France s'est imposée, donc ils ont fait le boulot, les Bleus. Merci d'être passé et à très vite. Il me semble que dès demain, on te retrouve quand même à la rédaction. Donc on va débriefer de manière un peu plus longue. Messieurs? Okay. Merci Max. Salut, repose-toi bien. Ciao. Ciao. Voilà, donc les supporters français ont fait le boulot aussi comme les joueurs. C'est important. J'avais aucun doute là-dessus. Non, on avait aucun doute. Ça fait 2 ans que l'ambiance de France a basculé dans par contre, tu vois que Pablo, quand même, il a réussi à lancer une Peña Bayona, même pendant. Il a réussi à mettre ses amis bayonnais dans le stade pour lancer une petite Peña Bayona à la cérémonie d'ouverture. On retrouvera Pablo après. Je pense qu'il n'était pas qu'à la fan zone. Est-ce qu'on clôture cette émission avec quelques questions? J'ai envoyé un message et n'hésitez pas à poser des questions, parce que ça réagit aussi beaucoup. Un instant, c'est ce que je vais faire, le programme de demain. Parce que il y a d'autres matchs. Il y avait le match aujourd'hui. C'était pas la finale aujourd'hui. Ah non, c'était pas la finale. Il y a un gros week-end là. On y a cru, mais la journée de demain est exceptionnelle, moi je trouve, pour tous les passionnés de rugby. Dès 13h, sur Rugby-Rama, bien évidemment, et midi olympique, Italie-Namibie, qui concerne la poule de la France. Donc c'est quand même une rencontre qu'on va devoir regarder avec beaucoup d'analyse. À 15h, l'Irlande affronte la Roumanie. Irlande, possible futur adversaire de l'équipe de France en quart de finale. À 18h, Australie-Géorgie sur cette même pelouse du Stade de France qu'on a vu ce vendredi soir. Et demain soir, c'est quand même le match que tout le monde attend aussi. L'Angleterre face à l'Argentine. Des Anglais qui sont au plus bas. Face à les Argentins qui sont quand même en confiance et qui ont quand même de beaux atouts à faire valoir. Donc, ce sera un gros match. Et notamment Nicolas Hugo qui sera en Irlande. Au match à Bordeaux, oui, pour Irlande-Roumanie. Voilà, pour Irlande-Roumanie. Tu as raison de souligner le match qui va avoir lieu au Vélodrome dans une ambiance, je pense, où là, je pense que ça va être chaud. Ça va être chaud, et je le dis d'avance, je tease, demain, il y a aussi une troisième mi-temps après le match Australie. Angleterre-Argentine, bien sûr, dès 23h15. Pour fêter la défaite anglaise, non. On leur souhaite pas, Un bon français, une défaite anglaise ne fait jamais de mal. On leur souhaite pas. Mais voilà, il y aura une troisième mi-temps et on reviendra sur toute l'actualité de ce samedi. Et Dieu sait qu'il y en a avant un dimanche avec Japon-Chili à 13h.
Afrique du Sud, les champions du monde en titre, Écosse à 17h45, ça aussi au Vélodrome. Et Pays de Galles, Fidji, où tu seras aussi. J'y serai aussi. Où il y sera aussi cet homme, il est partout Nicolas Hugo, il est partout. Non mais voilà, la Coupe du Monde ne fait que commencer, bien évidemment l'affiche était exceptionnelle ce soir. Mais croyez-nous que vous allez vivre de belles émotions demain et dimanche et pendant un mois et demi jusqu'au 28 octobre avec les Bleus, on l'espère. Il y a Nicolas qui posait la question dans le chat, est-ce qu'on peut appeler un joueur hors groupe s'il y a un blessé? Ça parle beaucoup de Marchand, donc on rappelle que oui, il y a bien réservistes. Sûr. Et on dit d'avance, c'est Gaëtan Barlow qui est en l'honneur réserviste. Donc si Marchand vient à déclarer forfait, on peut déjà avancer qu'il y a de grandes chances que ce soit le Castré qui fait un bon début de saison qui soit appelé pour le remplacer. Il y a même 2 talonnards qui doivent être réservistes, mais effectivement... Dans les réservistes qu'ils ont annoncés, il y en avait que, mais c'est possible. Mais si on prend la logique, effectivement, c'est Gaëtan Barlow qui est le premier, qui était le numéro 3 pendant le tournoi de destination. Bourgarit n'y était pas, c'était Gaëtan Barlow qui avait fait tout le tournoi de destination en tant que numéro 3. Il y a aussi Teddy Bobigny qui est régulièrement appelé dès qu'il y a des forfaits, donc qui n'est pas très loin le Toulonnais. Donc voilà, oui, possiblement, on ne le souhaite pas à Julien Marchand, mais s'il doit y avoir un joueur appelé, ça va se jouer entre Gaëtan Barlow et Teddy Bobigny, on pense. Le Castré semble avoir un temps d'avance. Même s'il a eu une préparation un peu tronquée. Mais comme je l'ai dit, il revient de blessure. Il a rassuré tout le monde parce que très très bon début de saison de Gaëtan Barlow. Donc on est très heureux parce qu'il a subi une très grosse blessure au cervical, tout ça, s'est posé la question de son avenir, tout ça. Tant mieux pour lui, pour l'instant ça va et on souhaite que ça aille bien dans les prochains mois. Non, ça parle aussi encore de Julien Marchand, de l'arbitre. Tu lui mets combien à l'arbitre? Il y a un message, notez l'arbitre. Alors, on note l'arbitre, on note les joueurs. Une note plus décevante qu'il y a 4 ans lorsqu'il avait arbitré le quart de finale. Le finale face aux Gallois. Non, j'ai pas trouvé vraiment dans son... Pas la moyenne. Après, comme Gary Savea, on l'entendait pas. S'il faut, il a sifflé en avant. Mais bon, comme ils l'ont pas entendu... Non, mais même en dehors de cet en avant... Et puis il a pas voulu revenir, il a pas voulu perdre de temps. Aujourd'hui, il faut pas perdre beaucoup de temps. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est des consignes, c'est pas possible. C'est pas une consigne de laisser des passes en avant, Nico. Non, enfin, si tu passes qu'elle en avant, tu vas pas les laisser passer parce que t'as pas perdu de temps. De siffler vraiment le moins possible. Non, mais même des actions, que ce soit françaises ou... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Il a manqué de cohérence ce soir. On l'a vu sur 3 fois. Thomas Ramos s'est fait prendre 3 fois en l'air. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais voilà. Et même, il y a plein d'actions dans les rucks où on sentait qu'il voulait pas vraiment prendre de décision aussi. À un moment donné, on comprenait pas. C'était le ballon, on savait même pas où il était. Il arrivait là. Enfin, un arbitre aussi, des fois, c'est qu'il soit dur, qu'il soit cohérent, mais des fois, qu'il stoppe quand c'est un peu fouillis, quoi. Et pour finir cette émission, parce qu'on l'a fait pour ce match, je vais vous demander votre prono pour Argentine et Angleterre. Parce que c'est un match, tu souhaites la défaite anglaise, mais que voyez-vous demain soir à 21h sur la pelouse du Stade Vélodrome? Parce que je vois que beaucoup de monde, alors dans le chat vous pouvez répondre aussi, peut-être que beaucoup de Français espèrent la défaite de l'Angleterre. Que voyez-vous dans ce match Argentine-Angleterre qui est quand même le choc de demain? Et un des chocs de ce week-end avec Afrique du Sud-Écosse et possiblement Pays de Galles-Fidji dans une moindre mesure, mais Pays de Galles-Fidji c'est aussi excitant. C'est un match très ouvert. Effectivement, l'Angleterre. Ça va se jouer sur les détails, la discipline, ça va être important. Ce que tu vas me dire, Nico? Non, mais l'Angleterre, on sait qu'ils sont pas bien. Ouais, oui, mais l'Argentine, elle a pas non plus, elle sort pas non plus de saison très bonne. Je veux dire, elle n'a pas rassuré, elle n'a pas dominé. Ils ont battu les Australiens là, au dernier Rugby Championship. Oui, on parle des Australiens là quand même. Oui, mais bon, quand tu perds à domicile contre les Fidji, alors ça manquait de respect aux Fidjiens qui progressent de jour en jour. L'Angleterre, c'est quand même pas très rassurant. Ils ont perdu d'1 ou 2 points, je crois, face aux Sud-Africains. Oui, non, mais l'Argentine, on va dire, il y a plus de certitude côté argentin qu'anglais. Ouais, après, sur le terrain, c'est autre chose. Non, mais l'Argentine, c'est ça. L'année dernière, ils vont gagner chez les Blacks. Pour la première fois, ils vont gagner à Nouvelle-Zélande. Ils ont toujours les niveaux pour faire des exploits et pour arriver dans le dernier carré de la Coupe du Monde, ça c'est certain. Ils peuvent aussi se louper. Bon, voilà, donc là, ils sont devant. Tu tournes autour du pot, je te vois arriver. Ils sont devant l'Angleterre. Ils doivent battre l'Angleterre, je pense. Argentine, t'es quand même pas mal. Argentine aussi, je regardais ce que j'avais mis dans le jeu La Grande Mêlée Prono. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, téléchargez l'application pour toute la Coupe du Monde. Vous inquiétez pas, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez pendant la Coupe du Monde. Vous aurez pris un peu de retard, mais vous allez quand même prendre autant de plaisir. On est tous inscrits ici et on va tous se mettre des phrases à chaque décision. Donc oui, inscrivez-vous à LGM Prono, c'est encore à la Grande Mêlée pour ceux qui connaissent le jeu déjà de fantasy. Mais bien sûr, et toi du coup, tu vois l'Argentine comme le chat, je pense que tout le monde parle de l'Argentine. Attention aux Anglais quand même. Hein. Tout le monde les voit perdre. Non, mais je veux pas. C'est ton je veux pas aller contre toi. Moi, je vois l'Angleterre aussi. Et d'ailleurs, dans ce week-end. Tu vois l'Angleterre aussi. L'Angleterre. Non, l'Angleterre. Tu vois l'Angleterre s'imposer. Oui, je vois l'Angleterre parce que. Dans ce week-end, même si je le souhaite pas, peut-être pour l'ouverture du rugby, quand on dit que des pays peuvent rivaliser comme les Fidji, je vois pas d'énormes surprises ce week-end.
Même le Pays de Galles, je vais aller gagner les Fidji, tu vois, dimanche soir. C'est presque une surprise, ça. Vu les derniers résultats du Pays de Galles. Alors, non, mais j'attends vraiment beaucoup de l'Écosse et je serais énormément déçu et surpris s'ils en prennent 20, quoi, tu vois. Je pense vraiment que ça va être accroché comme Australie-Géorgie. Et tant mieux pour nous, mais je pense qu'Australie-Géorgie, si c'est la même physionomie que ce soir, où tu vois, tu as 2 points d'écart à la mi-temps et au final l'Australie qui fait la différence avec peut-être un banc plus costaud, je serais pas surpris aussi, tu vois. Et on fait pas de pronos sur Irlande-Roumanie. Alors parce que là, en fait, Irlande-Roumanie, je t'explique, à la mi-temps, bon, on sort Sexton. Parce qu'il a évité une commotion pour une fois. Non, Irlande-Roumanie, on va pas manquer de respect aux Roumains, ça va être très compliqué. Ça d'ailleurs, c'est quand même, je sais pas si vous avez vu la compo de l'Irlande, mais ils ont fait quand même un choix et c'est presque l'équipe type de l'Irlande. Oui. Quand tu sais après qui ils vont jouer en poule, c'est-à-dire qu'ils se disent, ça veut dire ils veulent enchaîner quoi. Ils peuvent plus faire le choix, c'est leur match le plus facile là. Après, ils ont 2 semaines de pause après, mais bon, c'est surprenant aussi. Hein. Oui, il faut jouer. Une Coupe du Monde, c'est long, mais bon, oui, après, ça c'est chose. Il a 40 ans. On verra si ça lui donne raison. On verra à l'avenir. Bon, en tout cas, très belle journée demain de rugby qui nous attend. C'est le moment de clôturer cette émission, quand même, parce qu'il se fait tard. Alors, on aimerait parler de rugby toute la nuit, mais quand même, on va couper cette émission. Je remercie Baptiste dans la régie qui organise, qui réalise cette émission. Merci, messieurs. Merci au chat d'avoir posé vos questions. Merci à Emilien Gaëton, Pablo Ordas et Maxime Gutiérrez. On se retrouve dès demain soir avec possiblement une victoire de l'Argentine pour donner raison à ces 2 messieurs ou de l'Angleterre. Je saurais le dire à Paul parce qu'on est prévus nous deux. Normalement, on sera aussi sur le plateau. Merci à tous. Rendez-vous sur Rugby Rama et Midi Olympique pour tout savoir sur la Coupe du Monde. Merci messieurs. Ciao, ciao. Merci.